Bonjour à tous. Laurence Lippe vous ayant brossé un tableau du niveau des consommations d'énergie dans les chais bourguignons, je vais essayer, quant à moi, de répondre maintenant à la question titre de mon intervention. Des conduites de vinification plus économes en énergie sont-elles possibles? À l'opposé de la vinification bourguignonne traditionnelle en fût dans une cave enterrée qui peut être considérée comme une référence en matière d'économie d'énergie, une grande partie des vins bourguignons est élaborée dans de grands récipients vinaires, logés dans des chais modernes et bien équipés. Il en résulte des vins très qualitatifs, mais dont l'élaboration nécessite plus d'énergie que par le passé. L'augmentation régulière du prix de l'énergie peut inciter à la mise en place d'une politique d'économie d'énergie. La problématique est difficile, car la consommation d'énergie semble plus subie que maîtrisée. De plus, les économies d'énergie ne se conçoivent que si la qualité ne baisse pas, l'idéal étant qu'elle augmente. Mais alors, comment aborder le problème? En travaillant, si possible, à partir des 5 principes suivants. Premièrement, identifier les facteurs de variation de consommation d'énergie. Deuxièmement, bien comprendre la notion d'énergie. Troisièmement, bien appréhender la répartition des flux énergétiques au cours des fermentations. Quatrièmement, maîtriser les fermentations alcooliques et malolactiques dans le cadre d'une politique d'économie d'énergie. Et cinquièmement, on va le voir, travailler par étapes. Premier principe, identifier les facteurs de variation de consommation d'énergie. Ils peuvent être non maîtrisés, citons l'effet millésime, précoce ou tardif, avec son incidence sur les conditions de vinification et sur la composition des mous. Le volume de récolte, très variable en fonction des années, et la date de livraison du produit fini, imposée quelquefois par les marchés. Ils peuvent être partiellement maîtrisés, à moyen ou à long terme, nature et puissance du matériel de vinification, nombre, nature et forme des cuves, système plus ou moins performant du refroidissement et du réchauffement installé, système de ventilation et d'éclairage, conception, volume, isolation et inertie thermique du chai. Ils peuvent être enfin totalement maîtrisés, choix des itinéraires techniques, choix des itinéraires de vinification et des profils thermiques qui peuvent être très variés. Citons par exemple les conduites de vinification à température stable, 16, 18 ou 20 degrés, les profils thermiques en V, température décroissante puis température croissante, les fermentations de longue durée à basse température, l'utilisation de la thermovinification pour la vinification des vins rouges. Le deuxième principe à bien assimiler, c'est bien comprendre la notion d'énergie. La notion d'énergie se définit grâce à la notion d'intensité qui reflète la quantité et la vitesse du courant électrique qui circule dans un circuit. La notion de puissance qui est le produit d'une différence de potentiel et d'une intensité. Et la notion de consommation électrique qui est le produit de la puissance par le temps. La définition du watt, du kilowatt, du kilowattheure, de la kilocalorie, de la frigorie peuvent être utiles pour comprendre une facture d'électricité, pour utiliser des convertisseurs d'énergie sur Internet ou pour employer des simulateurs de pilotage de fermentation alcoolique. Il est bon cependant de retenir 4 informations essentielles. La puissance souscrite, qui est le débit de la puissance électrique, et les kilowattheures, qui est la quantité d'électricité consommée, sont facturés par le fournisseur. Les économies d'énergie peuvent se faire en diminuant les heures de fonctionnement des appareils et ou en diminuant les puissances souscrites. Un litre d'essence équivaut environ à 12,22 kWh et 1 kWh est facturé 14 centimes d'euros. Ensuite, on peut essayer, il est bon de retenir qu'on peut convertir calories et frigories en watts ou en kilowatts. Vous avez des convertisseurs sur Internet. Ce rapide rappel étant effectué, abordons maintenant le troisième principe, qui est celui de bien appréhender la répartition des échanges thermiques au cours des fermentations. Avec l'automatisation du pilotage des températures de fermentation, la tendance est à considérer le chai comme une entité en soi, presque autonome, et non comme une entité incluse dans un environnement. Pourtant, les différences de température qui existent entre les récipients vinaires, l'atmosphère interne du chai et les températures extérieures génèrent des flux et des échanges thermiques permanents qu'il est nécessaire d'analyser. Les apports de calories ou de frigories sont nécessaires avant fermentation, chauffage ou refroidissement des mous, pendant les fermentations alcooliques,
en fonction des itinéraires techniques et des profils thermiques envisagés. Pour l'obtention et la réalisation des fermentations malolactiques, maintien des vins généralement entre 18 et 20 degrés. Pendant la garde, recherche d'une température idéale compris entre 10 et 14 degrés. Les flux énergétiques, quant à eux, se répartissent en apports, transferts et pertes. Les apports, comme on l'a vu précédemment, sont représentés par l'énergie apportée hors fermentation alcoolique et l'énergie apportée pendant fermentation alcoolique. Les transferts sont représentés par l'énergie qui migre par conduction entre les récipients vinaires et l'atmosphère du chai via les parois des contenants. La ventilation, indispensable pour éliminer le gaz carbonique, entraîne quant à elle des pertes thermiques, donc des pertes d'énergie, plus ou moins importantes en fonction de la vitesse de renouvellement de l'atmosphère du chai. Examinons brièvement ces 4 catégories d'énergie en regardant sur quels paramètres nous pouvons agir si nous souhaitons faire des économies d'énergie. L'énergie nécessaire hors fermentation alcoolique. Elle dépend du volume multiplié par une différence de température. Sur quoi peut-on agir? Essentiellement sur la température initiale du mou. L'énergie produite pendant la fermentation alcoolique. Elle dépend de la vitesse de fermentation et du volume vinifié. Sur quoi peut-on agir? Sur la vitesse de fermentation. La chaleur produite pendant la fermentation alcoolique devra être compensée par du froid et être évacuée par conduction. L'énergie thermique journalière transitant entre les récipients vinaires et l'air du chai dépend de la surface d'échange, du coefficient de transmission thermique du matériau de la cuve et du temps de contact. Sur quoi pourra-t-on agir? Sur le rapport surface-volume des cuves et sur la nature des cuves, bois, inox ou béton. Les pertes d'énergie du chai par jour, quant à elles, dépendent des infiltrations d'air extérieur et du débit global d'air neuf du système de ventilation, débit qui est très souvent ignoré. Apport, échange et pertes obéissent à des lois physiques simples et peuvent se calculer grâce à des équations relativement simples, équations qui sont représentées sur les diapositives que je vous ai présentées. Comment peut-on alors, avec les systèmes en place, économiser l'énergie? Les formules de calcul permettent la modélisation. Des simulations sont alors possibles. Il en résulte quelques lois simples de vinification. Pour les vins blancs, par exemple, il faut rechercher une température des mous à la récolte légèrement inférieure ou proche de la température de départ de fermentation prévue et compatible avec le débourbage. Rallonger la durée des fermentations alcooliques en refroidissant pour favoriser la dissipation de la chaleur de fermentation. Rechercher, si possible, une température de fermentation se situant au-dessus de la température du chai. Limiter les écarts de température entre le chai et le récipient vinaire pendant les gardes prolongées. C'est le chauffage de cuve dans une atmosphère froide qui coûte le plus cher. Et enfin, utiliser le froid extérieur pour ventilation massive si la température extérieure se rapproche de la température de garde souhaitée. Quatrième principe à mettre en œuvre, maîtriser les fermentations alcooliques et malolactiques dans le cadre d'une politique d'économie d'énergie. Donc, caractériser l'inertie thermique du chai, adapter les itinéraires techniques et les profils thermiques en conséquence, rallonger les fermentations alcooliques sans compromettre les fins de sucre, favoriser l'apparition d'une biomasse bactérienne et donc diminuer le temps de latence entre la fin de la fermentation alcoolique et le début de la fermentation malolactique, laisser si possible se dérouler les fermentations malolactiques à température ambiante ou à basse température, garder les vins au frais, peuvent constituer un cadre général d'action pour concilier économie d'énergie et qualité. Deux cas extrêmes qu'on observe sur le terrain sont alors possibles, je vais vous les décrire. Pour les chais à faible inertie thermique, on peut utiliser des techniques qui permettent à la fois d'économiser l'énergie et de travailler relativement vite. Citons dose de SO2 raisonnée, turbidité des mous moyenne à faible, utilisation de levure non Saccharomyces en début de fermentation alcoolique, choix de levure Saccharomyces à vitesse de fermentation lente à modérée, supportant des écarts de température et fermentant bien les derniers grammes de sucre des mous. Création d'un gradient thermique tout au long de la fermentation alcoolique, froid au début et température plus élevée en fin de fermentation.
Excusez-moi. C'est là. Voilà. On peut utiliser des bactéries laxiques sélectionnées en co-inoculation ou en inoculation séquentielle. Attention cependant à la bonne compatibilité des levures bactéries et à l'acclimatation des bactéries au milieu fermentaire qui doit être progressive. Les fermentations alcooliques doivent être finies et les fermentations malolactiques démarrer avant l'arrivée du froid. Pour les chais à forte inertie thermique, l'utilisation de la biodiversité naturelle est possible pour travailler à basse température en adaptant les micro-organismes au froid. L'itinéraire technique est simple, faible dose de SO2, turbidité des mous faible, rallongement des fermentations alcooliques entre 90 et 120 jours, en refroidissant les mous en fermentation à des températures proches du chai, 10 à 14 degrés, apparition alors de souches cryophiles sélectionnées par le froid. Les fermentations alcooliques spontanées sont favorisées par le rallongement des fermentations alcooliques et la détoxification du milieu. Cette approche demande plus de temps, mais le froid de l'hiver fait partie intégrante alors du processus de vinification. Elle nécessite de plus un savoir-faire technique pour maîtriser quelquefois quelques malots sur sucre. Ces approches théoriques terminées, comment concrètement mettre en place la politique d'énergie recherchée, la politique d'économie d'énergie recherchée? La difficulté du problème impose de travailler par étapes. J'ai choisi de vous présenter l'exemple concret d'une méthodologie mise au point pour une exploitation du sud Mâconnais et dont les caractéristiques sont les suivantes. C'est une exploitation spécialisée dans les vins blancs, 510 hectolitres en 2013, avec 10% de vin rouge, vente vrac 50% et vente en bouteille 50%. C'est un chai moderne, mais à inertie thermique moyenne. Les variations de température varient entre 5 et 16 degrés, suivant les conditions et la climatologie extérieure. 12% des vins sont logés en fût, le reste est en cuve inox. Au niveau des vinifications, utilisation de micro-organismes sélectionnés et indigènes. Le producteur utilise les deux types de micro-organismes. Volonté d'amélioration qualitative du produit. On a surtout des vignes froides produisant des mous à pH bas. Donc le producteur a désiré rallonger les fermentations alcooliques et malolactiques pour diminuer la durée des gardes et limiter les ajouts de SO2. Le travail a été mené en 5 étapes. Premièrement, exploitation des factures des fournisseurs d'énergie pour faire un historique des consommations, pour analyser les tendances et pour une mise en place d'indicateurs. Analyse par poste de la répartition de la consommation d'énergie sur une année. Recherche d'une bonne adéquation entre itinéraire technique utilisé et économie d'énergie souhaitée. On a fait ensuite une première étude de la répartition de la consommation d'énergie sur une année. Et enfin, on a proposé des solutions d'amélioration. Que nous montre l'exploitation des factures? Premièrement, l'augmentation régulière du prix du kilowattheure avec une accélération depuis 2011. Dans ce cas précis, le prix de l'électricité a doublé en 7 ans. Deuxièmement, que peut-on observer? Une très grande hétérogénéité du niveau des consommations en fonction de la nature du millésime. Sur la période 2007-2010, les années précoces sont celles qui consomment le moins d'énergie et les années tardives sont celles où la consommation est la plus importante. Sur la période 2011-2013, depuis la mise en place des fermentations longue durée à basse température souhaitées par le producteur, la consommation semble lisser autour de 14 000 kWh et représente une économie moyenne de 24% par rapport aux périodes 2007-2010 et plus encore si l'on compare les années tardives de chaque période. On retrouve les mêmes tendances si on regarde les kilowattheures consommés par hecto sur 2 périodes, tendance amplifiée par les effets de volume et par des effets seuil propres à chaque année. On observe une diminution de moins 4% de consommation d'énergie, de moins 4% sur les années précoces, moins 15% sur l'ensemble des années et moins 28% si l'on considère que les années tardives. Pour comprendre ces différences, l'analyse des consommations énergétiques a été réalisée. Elle montre que 3 postes assurent la presque totalité de la consommation d'énergie. Le poste numéro 1, la pompe à chaleur, avec 76% de l'énergie consommée. Le poste numéro 2, l'éclairage, avec 12%. Et le poste numéro 3, la ventilation, avec 4,5%.
Le pourcentage très élevé de l'énergie consommée par la pompe à chaleur nous a alors incité à voir s'il y avait une bonne adéquation entre itinéraire et technique utilisée et les économies d'énergie recherchées. Pour cette troisième étape, il a été calculé un jour pour les récipients vinaires en bois ou les cuves inox, la durée des fermentations alcooliques, la durée d'attente de l'apparition de la fermentation malolactique et la durée de la fermentation malolactique. Les données ont été classées par nature des récipients vinaires, bois, inox, et en fonction de la durée des fermentations alcooliques. Que remarque-t-on? Pour les fermentations, plus les fermentations alcooliques sont courtes, plus le délai d'attente des FML est long, et plus on risque, si l'on chauffe des vins sans inoculum bactérien, à perdre de l'énergie. Ce phénomène est observé aussi bien en cuve inox qu'en fût. Deuxièmement, si les fermentations alcooliques sont suffisamment longues à basse température, les fermentations malolactiques suivent immédiatement et peuvent, elles aussi, se faire au froid. Troisièmement, il est possible pour un lot à livrer très rapidement d'avoir une fermentation malolactique qui suit immédiatement la fermentation alcoolique s'il y a emploi de la co-inoculation avec utilisation de la chaleur de fin de fermentation alcoolique. Et quatrièmement, il est possible de fabriquer un levain avec des bactéries lactiques indigènes à partir d'une cuve vinifiée spécialement pour avoir un début de FML très rapide. Je pense à des techniques comme la macération pelliculaire ou au chauffage de certaines cuvées jusqu'à 28 degrés. Après départ de la fermentation malolactique, la cuve est refroidie et les bactéries lactiques sont maintenues au froid. La propagation des bactéries lactiques indigènes est réalisée par assemblage avec des cuvées dont les malots sont prioritaires. À ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit laisser se dérouler les fermentations malolactiques à la température du chai, on économisera l'énergie. Par exemple, une malo peut très bien se dérouler entre 10 et 12 degrés sans problème, elle mettra beaucoup plus de temps. Soit chauffer entre 18 et 20 degrés pour accélérer cette fermentation, et donc évidemment vous allez consommer de l'énergie. C'est ce cas de figure qui explique les dépenses énergétiques élevées entre janvier et mars si l'on étudie la répartition de la consommation d'énergie sur l'année. Qu'observe-t-on dans cette exploitation? Le pic de consommation énergétique ne se situe pas pendant les vendanges. C'est même la période, s'il faut regarder le schéma, où l'on en consomme le moins. Mais bien pendant la période de janvier à mars. Sera-t-il alors possible d'exploiter dans le futur ces gisements potentiels d'économie d'énergie? La réponse est oui. La réponse est oui, car l'analyse des données récoltées nous permet de faire, pour ce chai particulier, les 8 propositions suivantes. Premièrement, révision du contrat de fourniture d'énergie, passage en heure creuse, heure pleine, heure creuse. Deuxièmement, recentrage simplement sur 2 itinéraires techniques en fonction du niveau d'urgence des livraisons. Vous avez vu que là, dans l'exemple que je vous ai donné, on était parti sur 3, voire 4 itinéraires techniques. Troisièmement, augmentation de l'inertie thermique du chai par l'ajout d'un portail supplémentaire pour éviter des chutes de température en dessous de 9 degrés. Donc on va augmenter l'inertie thermique et donc on devrait automatiquement gagner de l'énergie. Quatrièmement, diminution hors fermentation du coefficient de transmission thermique des cuvées prioritaires par ajout d'un isolant sur les cuves. Donc on a des cuves qui sont dans une atmosphère froide. L'idée, c'est de les recouvrir d'un isolant, une couverture, une couche de plastique isolante pour essayer de diminuer les pertes d'énergie par conduction. Mise en place, ensuite, on va essayer de mettre en place un compteur spécifique pour évaluer les consommations d'énergie, et en particulier la consommation d'énergie de la pompe à chaleur. Sixièmement, on va essayer de remplacer le ventilateur actuel par un ventilateur à commutation électronique à débit variable. On aura donc une économie d'énergie au niveau du fonctionnement du ventilateur lui-même. Si le renouvellement du réchauffeur vitivinicole est envisagé, choix d'un système privilégiant une montée en puissance et progressive du système au démarrage pour limiter les pics d'intensité. On pourra aussi mettre en place et utiliser un circulateur distributeur de liquide qui assure des transferts de calories avec un variateur de puissance, ce qui nous permettra aussi d'économiser l'énergie.
On terminera avec la mise en place d'une ventilation double flux pour récupération de l'énergie thermique évacuée par ventilation, avec garantie de l'évacuation du gaz carbonique. Juste avant de conclure, je voudrais vous présenter 3 nouvelles pistes de travail qui permettraient une maîtrise plus poussée des économies d'énergie. Il faudrait développer des technologies pour un contrôle microbiologique des cuvées en cours de fermentation, nombre de levures vivantes, présence de Brettanomyces, nombre et nature des bactéries lactiques, en une seule mesure. Ça nous permettrait de voir à l'intérieur des cuvées et de pouvoir piloter la fermentation grâce à ces informations. Préciser les conditions de développement des bactéries lactiques sélectionnées dans le cadre d'une co-inoculation en milieu sucré et froid. Enregistrer en continu les températures intérieures et extérieures du chai, ainsi que les températures de fermentation et de garde, pour pouvoir calculer en temps réel les consommations d'énergie. J'en arrive à la conclusion. Au terme de mon exposé, il est temps maintenant de répondre à la question posée. Des conduites de vinification plus économes en énergie sont-elles possibles? La réponse est oui. Elles résulteront d'un travail cyclique et continu qui doit s'étaler sur plusieurs années, mesurer, optimiser, expérimenter, généraliser. La réalisation pratique doit être abordée à 3 niveaux. Au niveau biologique, par une microbiologie contrôlée et maîtrisée, c'est le niveau le plus important. Au niveau énergétique, par l'acquisition de matériel présentant de meilleures performances énergétiques. Au niveau architectural, par l'amélioration de l'isolation et de l'inertie thermique des chais, ou par éco-construction, si un nouveau chai est envisagé. Les économies d'énergie obtenues les premières années pourront être de 20 à 25%, et tendre à long terme, pourquoi pas, vers un chai à bilan énergétique neutre, la consommation d'énergie du chai pouvant être compensée par une autoproduction d'énergie photovoltaïque sur le toit du chai lui-même. Enfin, la politique d'économie d'énergie mise en place peut être utilisée dans la communication de l'entreprise pour la valorisation de l'image environnementale de la cave. Je vous remercie de votre attention.